Hello and namaste everyone. I think Bonjour à tous, namasté à tous, je crois qu'on peut commencer. Je m'appelle Meda, je suis le point focal jeune pour le Népal et j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue à cette fantastique discussion que nous allons avoir aujourd'hui qui fait partie d'une série de webinaires qui s'intitule Restez fort, restez debout, Stay strong, stay standing. J'aimerais tout d'abord vous parler de notre session et de la série tout entière, ce que nous faisons à IAWG. J'aimerais inviter à cette fin Kelly Meyer qui va nous expliquer de quoi il retourne. La parole est à vous, Kelly. Tout d'abord, je vais donner la parole à Samantha pour quelques points d'intendance afin que tout le monde sache sur quelle chaîne se connecter. Bonjour à tous, je vais noter ces instructions dans le chat, mais j'aimerais vous l'annoncer de vive voix. Vous voyez un chat où vous pouvez poser des questions, donc et également, les questions, il faut les poser dans la section Q&A, l'icône qui se trouve en bas à droite. Pour voir la vidéo de la personne qui parle, sélectionnez-la sur l'écran. Vous pouvez choisir de voir les orateurs sous la vue galerie ou encore la vue active. Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez utiliser la fonction chat pour nous en informer. Vous pouvez également nous envoyer un email. Envoyer un email à ma collègue Emily. Ce webinaire va être surtout en anglais. Il y aura une interprétation simultanée en français. Je vais vous donner les instructions à cette fin. Vous devez sélectionner le canal anglais si vous souhaitez écouter ce webinaire en anglais et le canal français si vous souhaitez l'écouter en français. Si vous choisissez le français, vous pouvez choisir de mettre l'audio original sous silencieux afin de ne pouvoir entendre que l'interprétation. Je vais vous donner les mêmes instructions en français. Merci, Katie. La parole est à toi. Merci et bienvenue à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, chez IWAG, ce que l'on fait, c'est qu'on est une coalition de plus de 20 membres et nous avons plus de 2000 membres qui proviennent de plus de 500 agences qui se consacrent à promouvoir les droits reproductifs et sexuels en situation de conflit et de crise. Pourquoi avons-nous organisé cette série de webinaires? Parce que nous pensons qu'il était important de s'adresser aux jeunes et aux organisations dirigées par les jeunes. Nous souhaitons écouter vos besoins en matière de soutien opérationnel.
Donc, nous avons décidé de communiquer avec différentes ONG et différentes organisations dirigées par les jeunes pour savoir de quoi elles avaient besoin sur le plan opérationnel face à la pandémie de COVID-19. Nous allons parler de différents sujets aujourd'hui et à la fin de cette session, nous allons également évoquer la question des opportunités qui se dessinent pour l'avenir avec cette série de webinaires. Si vous le souhaitez, on va commencer tout de suite avec des questions. Merci Kelly, j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin afin de pouvoir couvrir tous les sujets dont nous souhaitons parler, y compris les opportunités. Aujourd'hui, nous avons 4 orateurs avec nous, 4 présentateurs. J'aimerais tout d'abord vous présenter Saro Imran. Elle est le point de contact jeune pour le Pakistan. Saro, j'aimerais connaître ton expérience dans ton organisation et quels sont les défis qu'a soulevé la pandémie de COVID-19 pour vous. Tu as également contracté le COVID, tu as surmonté cette maladie et donc j'aimerais savoir quelles difficultés COVID a représentées pour ton organisation. Tu as la parole. Merci beaucoup pour ton introduction. Je m'appelle Saro Imran. Je suis le point focal jeune pour le Pakistan pour FP 2020. Nous sommes une organisation dirigée par des jeunes avec des ressources limitées et des capacités limitées pour lutter contre cette crise qui découle de la pandémie de COVID-19. Nous avons reçu un certain soutien des grandes organisations qui nous ont fourni une aide technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Et on vous entend, Saro. Pour ceux qui avaient cliqué sur Mute Original Audio, donc ceux qui avaient choisi de diminuer le son de l'audio original, je vous suggère de cliquer à nouveau pour pouvoir écouter l'anglais. Très bien, donc je vous expliquais qu'avoir une ONG dirigée par des jeunes au Pakistan, c'est un véritable défi en situation de crise telle que la situation actuelle. Et malheureusement, à cause des restrictions au mouvement, notre travail a été plus difficile. Les personnes ont de la peine à avoir accès aux contraceptifs, par exemple. Donc, notre rôle a été plus grand encore au sein de cette crise. Nous avons mis en place des services de prévention et nous nous sommes occupés des membres de notre communauté qui vivaient déjà en dessous du seuil de pauvreté. Des ressources locales ont été mobilisées pour donner des aliments et offrir un soutien nutritionnel au sein de ces communautés qui ont été durement frappées à cause de la pandémie et à cause des restrictions. Donc, cela a été une période remplie de défis. Mais au sein de notre organisation, nous avons décidé de lutter ensemble, de rester unis et soudés en dépit des ressources limitées et des capacités limitées. J'ai contracté le COVID-19
Et donc pour moi, la situation a été doublement difficile. Il a fallu diriger l'organisation et le faire depuis chez soi, tout en prenant soin de ma santé physique, mais également de ma santé mentale, émotionnelle. Et donc, il faut diriger toute cette communauté qui tourne le regard vers nous alors qu'on ne se sent pas bien. Et j'ai l'impression maintenant que j'ai une responsabilité plus grande encore de protéger les autres membres de ma communauté face à cette pandémie. Nous avons donc rapidement commencé à mobiliser des ressources sur le plan communautaire et nous avons fourni un soutien supplémentaire sur le plan de l'hygiène. Nous avons communiqué en langue locale également pour sensibiliser la population au risque de la COVID-19. Et donc, c'était assez enrichissant d'avoir une personne qui a eu la COVID-19 qui puisse expliquer et sensibiliser la communauté. Nous avons donc pu garder le cap à travers cette crise et nous avons pu continuer de fournir des services de prévention, les services que nous fournissons de manière habituelle, ainsi que des services plus axés sur la prévention de la pandémie. Nous avons également fourni un soutien nutritionnel. Également, nous nous sommes penchés sur les personnes qui ont un système immunitaire compromis parce qu'elles sont particulièrement à risque. Donc, cela a été une expérience enrichissante. Parce que je crois que nous en sommes sortis plus forts. Nous avons souffert ensemble à travers cette crise. Maintenant, la situation s'améliore au Pakistan. Des restrictions ont été levées et les choses retournent à la normale. Un aspect très important qui a été crucial pour nous a été ce sens d'appartenance à la communauté. Merci beaucoup, Saro. Et j'aimerais tout d'abord te féliciter pour avoir survécu au COVID-19 et te féliciter également pour tout le soutien que vous avez pu fournir à la communauté à travers cette crise. Et en tant que jeune, que dirigeante d'organisation, je peux bien sûr comprendre tout à fait les défis que vous avez rencontrés parce que nous avons rencontré les mêmes. Très souvent, on parle de l'incertitude de notre financement et c'est quelque chose d'important, tout comme la manière dont nous communiquons avec le personnel. Je suis heureuse d'entendre que le Pakistan a levé des restrictions. Au Népal, c'est un peu différent. Parce qu'alors que les restrictions ont été levées, le nombre de cas s'est mis à augmenter, donc les restrictions sont de retour. Donc nous ne savions pas trop si nous devions reprendre nos activités, si nous étions en situation de sécurité pour reprendre nos opérations. Et je crois que la discussion que nous allons avoir aujourd'hui va être très utile pour nous tous. Cela étant dit, j'aimerais donner la parole à notre prochain intervenant. Il s'agit du docteur Michael Ebele, qui est conseiller pour des situations de crise au Fonds des Nations Unies pour la population. Donc, Michael, vous avez entendu Saro et moi-même parler de la difficulté de communiquer avec le personnel en situation de pandémie.
Parfois, les personnes n'ont pas accès aux données scientifiques, parfois il y a des obstacles liés à la langue. Donc parfois, les personnes sont sous une avalanche d'informations qui leur proviennent des réseaux sociaux. Donc Michael, comment pensez-vous que les organisations doivent communiquer avec le personnel? Merci. J'aimerais tout d'abord féliciter Saro. Bon travail, mené à bien de manière excellente. Et je crois qu'il a très bien représenté les défis que nous rencontrons dans nos organisations et surtout lorsque le Covid-19 se met à toucher le fonctionnement de nos organisations. Et il a parlé du besoin de tendre la main et d'aller aider les personnes qui ont le plus besoin d'aide. Comme toute organisation au début de la pandémie, surtout dans des régions en Asie, ce qui était important à communiquer aux gens, c'est qu'est-ce ce Covid? De quoi s'agit-il en termes de maladie? Comment est-ce que le Covid se répand? À quoi est-ce qu'il ressemble? Comme beaucoup d'autres maladies, le Covid présente un défi pour la société. Mais pour nous également, il était très important de communiquer à nos équipes. Il y a des gens qui ne vont pas tomber malades du Covid, mais nous ne sommes pas... tout le monde peut être touché par le Covid. Et le mode de transmission lui-même nous expose au risque. Par exemple, on a un collègue qui a sûrement contracté le Covid pendant ses interactions. Donc, le plus important, c'était de déterminer ou de communiquer quel est le Covid, qu'est-ce le Covid, à quoi ressemble-t-il, et de façon la plus importante, c'est important de communiquer. Les gens regardent le Covid en termes de chiffres. Quels sont les chiffres de personnes qui meurent? Mais il faut qu'on centralise ces informations. Il faut aussi, les gens vont penser que les informations ne sont pas bonnes ni correctes. Quand on se concentre sur les chiffres, il faut pouvoir donner accès au site officiel pour les gens doivent y avoir accès en termes de localité et de l'endroit où il y a les morts se trouvaient. Pour l'avenir, depuis l'arrivée du Covid, nous essayons d'informer notre équipe que ce qui est important en termes de contrôler le répandement du Covid ou la propagation du Covid, donc tout ce qui est toutes les consignes d'hygiène, de se laver les mains, d'utiliser les masques, et ça c'est le devoir de tout le monde, de chaque individu. Si on va pouvoir localiser le Covid et si les gens apprécient qu'il s'agit d'un risque pour chacun de nous, mais en fait il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour empêcher le Covid. Si nous tombons malades du Covid, si nous sommes touchés, il y a quand même la possibilité de guérison, de rétablissement. Merci beaucoup. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Michael, d'avoir souligné l'importance d'informer nos collègues de tous les sites officiels de renseignements officiels. J'aimerais m'assurer qu'il y ait du temps à la fin pour des questions.
après les présentations des intervenants. Maintenant, je voudrais présenter Eric Howell, qui est responsable d'opération à Black Lives Matter. Ah non, pardon, excusez-moi, Save the Children des États-Unis, directeur des opérations. Avec tant de changements dans votre organisation, dans les politiques de voyage locaux, en considérant la sécurité avant tout, comment est-ce qu'on nous communiquons tout ce qui concerne la logistique, les voyages? Comment est-ce qu'on communique les consignes de sécurité à nos équipes? Merci beaucoup. C'est un sujet très passionnant et de jour très au point. Nous avons des réunions, en fait des appels quotidiens, hebdomadaires à propos du coronavirus, des briefings. Et nous avons un expert très expérimenté en santé publique qui nous rejoint, qui partage des nouvelles relatives au COVID. Et on a aussi un officier responsable de sécurité qui va discuter des questions de sûreté et de sécurité pour l'équipe. Je participe aux appels également et je parle de questions de politique organisationnelle qui se soulèvent. On a beaucoup de communication avec l'équipe et chaque semaine, nous suivons cette session de questions et réponses. Pour ceux qui n'ont pas participé à cet appel, nous leur informons le contenu de l'appel et toutes les informations que nous devons communiquer à l'équipe. Ce sont les deux façons principales par lesquelles nous avons procédé. Nous avons également institué des procédures quant au COVID, relatifs au COVID. Il y a aussi la possibilité de prendre du congé pandémie. Ceux, par exemple, parmi l'équipe qui ont à s'occuper de leurs enfants à la maison, nous voulions donner la possibilité de congés supplémentaires, congés personnels. Donc, c'est plus facile. On voudrait faciliter leur vie quotidienne en leur donnant la possibilité de travailler à distance à partir de la maison sans avoir à prendre des congés. Nous sommes très francs. Nous aimons donner toutes les possibilités possibles pour faciliter le travail de notre équipe, notre personnel. Le nombre d'heures qu'ils travaillent chaque jour, chaque semaine est plus flexible que normalement. Voilà quelques-unes des choses ou des aspects qu'on a mis en place chez nous. Merci beaucoup, Eric. Oui, ce sont des interventions qui peuvent être très appréciées par les organisations de jeunesse, de jeunes également. Un autre grand défi que nous voyons dans l'organisation concerne le projet et son financement. J'aimerais demander à Konda Touré. Konda Touré travaille pour le CARE et pour le réseau des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Ma question pour elle, c'est en ce moment, cette époque d'incertitude financière, quand on ne sait pas à quoi ressemblera le financement, comment est-ce que Kunta, je vous passe la parole. Je change de canal vers l'anglais. Merci, Minda. Bonjour, Minda. Bonjour tout le monde. Je me rejoins à Soro, Michael et Nick pour leur intervention que je trouve super intéressant. Effectivement, l'avènement de COVID-19 a été un chamboulement pour beaucoup d'organisations. Ça n'a pas été facile, mais
les politiques et puis le bon sens généralement du management a été très déterminant face à la capacité de l'organisation de faire face à cette pandémie. Donc, nous, face à l'incertitude des financements, d'abord, quand le COVID est arrivé au niveau national, donc la première acte qu'on a posé était d'informer officiellement les bailleurs. Donc, nous sommes partis vers les bailleurs et puis nous leur avons expliqué en fait la situation en leur disant qu'avec l'avènement de COVID, donc je disais en fait, donc on a dit aux bailleurs avec l'avènement de COVID, on a été obligé en fait de revoir les activités, mais on voulait aussi avoir leur accord pour non seulement pour c'est-à-dire le financement, mais aussi le maintien du personnel. Donc, ce qui a été très déterminant parce que les bailleurs ont répondu favorablement à ça. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de souci, comme on appelle, comme c'est une pandémie, que cela ne va pas affecter les emplois. Et ils nous ont demandé de réadapter les activités, c'est-à-dire faire une proposition des activités qui sont réalisables pendant cette période-là. Donc, quand nous avons eu l'assurance des bailleurs, donc nous sommes revenus vers le personnel pour faire une communication officielle auprès du personnel. Rassurer le personnel d'abord en disant que tous les emplois seront maintenus, d'accord? Mais on a aussi proposé, on a fait des propositions au personnel pour qu'ils sachent en fait comment nous comptons nous réorganiser. Donc, cette réorganisation est passée par la mise en congé annuel de certains staffs, par, comment on appelle, la rotation du personnel, mais aussi par le télétravail. D'accord? Donc, là, en fait, le personnel, non seulement avait la certitude qu'ils n'allaient pas perdre leur emploi, parce que ce qui était très déterminant, comme vous le saviez, nous sommes généralement dans les pays en voie de développement. Donc, sachant que COVID est là et qu'on n'a pas un emploi derrière, ce n'était pas très agréable. Donc, quand ils ont eu cette assurance-là, donc ça a permis en tout cas une collaboration effective de l'ensemble du personnel. D'accord? Donc, après avoir rassuré le personnel et puis les informer des changements qui vont opérer, nous avons essayé de, comment on appelle, faire des propositions des activités. Et comme je vous ai dit, c'est sur la base de ces propositions-là qu'on a commencé à mettre en œuvre les activités. Mais aussi, pour ne pas, comme on appelle, casser le moral du personnel, on a mis en place, c'est-à-dire le réseau des jeunes a mis en place la production des vidéos, comme on appelle des vidéos pour l'ensemble du personnel, ce qui a permis non seulement une interconnexion entre les employés de CARE, mais aussi ça a permis, comme on appelle, une animation autre que focus COVID. D'accord? Parce qu'il s'agissait, par exemple, moi, je faisais une séance de campagne de sensibilisation, comment se laver proprement les mains au savon pendant cette période-là. Et à la fin de ma vidéo, je devrais choisir 3 personnes qui pouvaient être de différents pays. D'accord? Donc, quand j'ai choisi ces personnes aussi réalisent leurs vidéos qu'ils envoient et on a un réseau interne sur lequel on diffusait et sur Facebook aussi. Donc, croyez-moi, il y avait un enthousiasme tellement élevé autour de cette initiative qui a été mise en place par les jeunes de CARE et tout le monde a participé, y compris la CEO de CARE International, Michel Noum. Donc, ça a été vraiment très bien et pour le moral du personnel qui a évité en tout cas d'avoir un focus sur COVID, mais aussi de faire des séances de photos qu'on publiait en fait. D'accord? Donc, comme aussi motivation du personnel, on avait des rencontres virtuelles chaque semaine où on prenait des nouvelles de chaque personne, on prenait les nouvelles de leur famille pour s'assurer que, comme on appelle, tout le staff est là, ils sont présents et ils sont vraiment bien et psychologiquement et physiquement.
Donc, ces rencontres, en fait, ont permis au staff de savoir que non seulement la direction est là pour eux, le management est là pour eux et l'organisation même est là pour eux. Chacun s'est senti intégré, chacun s'est senti membre à part entière de la gestion de cette crise. Donc, ça a été vraiment très déterminant, comme on appelle, pour le staff, pour garder le moral et aussi garder la motivation. Merci. Merci beaucoup, Kunta. Et félicitations, parce que votre bailleur a été tout à fait d'accord pour faire cet ajustement, mais c'est peut-être pas toujours le cas pour ces organisations dirigées par les jeunes. Et comme il y a déjà 7 mois de confinement, ça devient très difficile d'ajuster les programmes qui souvent doivent être mis en œuvre sur un délai très court. Bon, d'autres intervenants voudraient peut-être faire un commentaire sur ce que Kunta nous a raconté. Oui, quant aux ressources et au financement, les organisations jeunes, enfin nouvelles et celles menées par des jeunes ont moins d'accès aux ressources mondiales. Par exemple, nous essayons de mobiliser du financement, mais souvent les bailleurs envoient une liste de documentation qu'il leur faut avant de pouvoir approuver un financement. Donc, il faut montrer de la flexibilité pendant cette crise pour les organisations de moyenne et de petite taille. La relation avec les organisations locales est très importante. Merci beaucoup d'avoir partagé ceci. Comme vous venez d'entendre de la part de Saro et à propos de la stigmatisation du COVID, mais il y a aussi le bien-être et la santé mentale de l'équipe, des gens. Et quelquefois, les membres de l'équipe ne sont pas tout à fait à l'aise de partager leur expérience personnelle. Mais ils vont peut-être pas. Comment est-ce que nous encourageons notre personnel pour leur expliquer que si en fait ils partagent leurs inquiétudes, ceci ne va pas nuire à leur évaluation de performance, etc. Bien sûr, merci beaucoup de la question. En fait, il y a plusieurs moyens. D'abord, ça commence tout en haut au niveau de la gestion de l'organisation. Nous avons établi dès le début que nous avions une culture qui s'inquiétait nous nous préoccupions de leurs besoins et de leur morale. En résultat, nous nous sommes assurés que les gens étaient au courant des ressources de santé mentale que nous avons de la part de notre fournisseur de soins Conterra était là pour ce genre de soutien. Et nous avons aussi clairement expliqué aux gestionnaires de notre organisation pour nous assurer qu'il y aurait de la flexibilité avec le personnel, de leur permettre de prendre le temps qu'il leur fallait pour s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille. On a encouragé le personnel à prendre des congés. Beaucoup de membres de nos équipes sont très, très dédiés
Donc, ils ne pouvaient pas prendre des vacances, aller à la plage, etc. Mais on a encouragé quand même les membres de l'équipe de prendre quand même des vacances, que c'était très important pour la santé morale. En fait, ça concernait me déplacer d'un côté du canapé jusqu'à l'autre côté du canapé. Mais moi-même, j'ai pris une semaine de vacances. Mais il faut qu'on s'occupe, on se rassure que les membres de notre équipe s'occupent d'eux-mêmes. Merci beaucoup d'avoir partagé ceci, Eric. Michael et Kunta ont partagé que Kunta a expliqué qu'il a fallu demander à ses collègues de prendre des congés. Mais il y a d'autres organisations qui se trouvent dans le besoin de licencier des membres de l'équipe. Ceci était très difficile, présenter de grands défis pour leurs membres d'équipe. C'était très difficile. Comment est-ce que nous communiquons aux collègues le besoin de licenciement? Merci. Je crois que c'est une question très importante que tu viens de poser. Je crois que de manière générale, nous devrions partager davantage d'informations avec le personnel. Et je crois qu'au cours de ces 6 derniers mois, avec la pandémie, il y a plusieurs choses qui sont devenues évidentes du point de vue du financement pour l'organisation. Malheureusement, certaines des activités n'ont pas pu avoir lieu. Et donc, on ne peut pas se montrer, on ne peut pas montrer aux bailleurs de fonds que nous avons effectué les activités prévues, malheureusement. Ou encore, nous avons pu accomplir certaines activités, mais pas de la manière prévue. Donc, il faut tenir le personnel au courant de la direction dans laquelle on se dirige en matière de programme, en matière de financement, parce que cela rend les choses beaucoup plus faciles lorsqu'il s'agit ensuite de devoir placer les gens en congé ou encore les licencier. Et bien sûr, il faut bien dire clairement que tout cela n'est pas lié à leur performance. Donc, comme l'a dit Eric, les informations qu'on doit communiquer avec le personnel ne portent pas simplement sur la pandémie, c'est également des informations qui relèvent de nos programmes, de notre financement, etc. Car c'est important. Merci. Merci, Michael. En effet, il faut tenir notre personnel au courant de ce qui se passe afin que les éventuels licenciements ne soient pas un choc et une surprise pour eux. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les écrire dans le chat. On nous demande par exemple quels sont les effets psychosociaux observés jusqu'alors chez le personnel lié à la COVID-19. Est-ce que vous avez constaté des effets sur vos collègues? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui. Donc, pour répondre à la question, oui, on a, comme on appelle, constaté des effets sur le personnel, d'où, comme vous l'aviez dit, l'importance de la communication.
Ce que je voudrais ajouter à ce qui a été dit concernant, notamment par Saro, concernant les organisations de jeunes qui n'avaient plus de financement parce qu'ils n'avaient plus la confiance du bailleur. Donc, je prends un exemple. Nous, on accompagne en fait des ONG locales qui, à cause de Covid, en fait, avaient perdu leur activité. Donc, le réseau des jeunes a proposé en fait au programme qui accompagne ces organisations de jeunes-là. La majorité de ces organisations, c'est des organisations en fait de jeunes filles et garçons qui ont abandonné l'école, en fait qui ont été récupérés par les projets. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de G-Web, c'est-à-dire c'est l'empowerment des femmes en fait, donc des jeunes filles et des femmes. Donc ils étaient là, ils n'avaient plus d'activité. Donc on leur a proposé la confection des masques locaux. D'accord? Donc, pour eux, parce qu'en fait, c'était des centres de coupe et couture, de teinture, de coiffure et de, comment on appelle, ils fabriquaient aussi des savons. Donc, comment on appelle, notre réseau a proposé au projet pourquoi ces ONG locales, vu qu'il n'y a plus de financement, parce qu'en fait, les activités qu'ils menaient, quand on prend la coiffure, personne ne partait plus se coiffer dans les salons. Donc, on était obligé d'arrêter. D'accord? Donc, quand on prenait la couture, personne ne partait plus le faire, en fait. Donc, on a dit pourquoi ne pas changer d'activité, c'est-à-dire confectionner des masques locaux et puis qu'ils vendent, c'est-à-dire ils vont vendre et puis ça serait une source de revenus pour ces ONG-là. Donc, ils se sont, comme on appelle, mis ensemble et avec le projet, on a cherché un professionnel qui est parti les former sur terrain, les apprendre comme on appelle, à confectionner les masques. Donc, les ONG qui faisaient déjà la coupe et couture, c'était facile pour eux. Maintenant, ceux qui ne faisaient pas de coupe et couture, donc eux, c'était, comme on appelle, c'est-à-dire mettre comment on appelle, les logos dessus et puis faire l'emballage. Et il y avait d'autres, comme on appelle aussi, qui confectionnaient des savons locaux, pardon. Donc, comme on appelle, ces activités ont permis à ces ONG locales d'avoir des sources de revenus plus confortables même qu'après, comme on appelle, avant Covid. Parce que toutes les grandes organisations commandaient leurs masques locaux et pour le personnel et puis pour leur activité sur le terrain aussi à ces ONG locales. Et même il y a Save Children, vous pouvez vérifier dans la région de Mopti, qui a passé une grande quantité de commandes quand on voulait faire la reprise des écoles pour les enfants et pour le personnel aussi. Donc, ils ont demandé à ce qu'on mette leur logo. CARE même a commandé auprès d'eux. Donc, je pense que la présentation que j'ai envoyée, vous avez vu des masques locaux emballés avec comment on appelle, des logos de CARE. Et il y a PAM, donc il y a même des organisations onusiennes en fait qui ont passé des commandes. Donc, du coup, c'est devenu un chiffre d'affaires tellement important qu'ils n'ont même pas senti Covid. Donc, et puis les savons aussi qu'ils fabriquaient à base de beurre de karité et de lime. Lime, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme on appelle un arbre qui est vraiment présent ici au Mali. Donc, et c'est sur la base de ça qu'ils faisaient les savons locaux et qui coûtaient moins cher. Donc, parce que c'était la période où il fallait beaucoup se laver les mains, donc tout le monde était à la recherche des savons. Et avec la fermeture des frontières, et comme on appelle, vu que le Mali, comme on appelle, n'avait pas assez de capacité, donc ces fabrications locales ont été très importantes pour la survie, non seulement de la communauté, mais aussi pour ces ONG locales. Merci. Merci, Kunta, d'avoir partagé avec nous la manière dont vous avez trouvé des alternatives. Mais je me demande également quelle a été l'expérience d'autres membres du personnel qui ont dû travailler à distance, peut-être de manière éloignée avec leur ordinateur. Eric, est-ce que vous avez une expérience à partager avec nous sur ce point?
Et par exemple, pour le personnel qui travaille dans la finance, en général, ils ont besoin d'imprimer, ils ont besoin de toute une infrastructure, d'avoir accès à des ordinateurs, etc. Connexion Internet également. Donc, comment cela s'est-il passé? Merci. Merci pour la question. À Save the Children, je crois que quasiment la totalité de notre personnel travaille de manière travail à distance. Donc, ils ont pu emporter leur laptop à la maison et travailler à domicile. Pour les membres du personnel qui ont besoin de davantage d'équipements pour leur travail, par exemple imprimante, etc., la question n'a pas vraiment posé problème. Pour le personnel qui travaille beaucoup sur Excel, nous avons pu leur mettre à disposition des moniteurs supplémentaires, des écrans supplémentaires pour pouvoir afficher leur tableau Excel. En gros, je crois que le personnel s'est montré très résilient face au changement. Et je crois que notre personnel travaille peut-être plus dur encore qu'il ne le faisait dans nos locaux. Donc, on n'a pas ressenti la nécessité de vérifier que les personnes effectuent leur travail. On leur fait confiance, le travail se fait. Merci beaucoup. Un des défis que mon organisation a rencontré est lié au fait de retourner au travail après cette longue période chez soi. Il y a le problème des transports publics. Certains membres du personnel ne sont pas prêts à prendre les transports publics. Ou alors, il faut leur fournir des sommes supplémentaires pour qu'ils puissent se déplacer, pour qu'ils puissent venir au travail en évitant les transports publics. Michael, peut-être que vous aurez quelque chose à partager avec nous sur ce point, c'est-à-dire comment faire en sorte que le personnel retourne dans les bureaux, quelles sont les bonnes pratiques? Oui, merci pour la question. Je crois qu'il y a plusieurs dimensions à ce problème. Tout d'abord, il y a la question de l'anxiété que peut ressentir le personnel au moment de retourner au travail. Et également, il y a tous ces temps de trajet pour se rendre au bureau, parce que lorsqu'on travaille à domicile, bien sûr, on ne perd pas de temps dans les transports. Et donc, il y a toute cette anxiété qui surgit. Mais il y a également toute une partie du personnel qui se réjouit de retourner au travail, qui se sentent en sécurité. Donc, j'aimerais dire qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ont presque peur de retourner au travail et il y a les autres qui n'attendent que de revenir. Ce qui est important dans tout cela, c'est de gérer le retour avec un retour en phase. Et lorsque tout cela a commencé, lorsque les bureaux ont fermé, le port des masques n'était pas encore généralisé. Et donc maintenant, c'est le cas. Je crois qu'il est important de procéder par phase, de commencer avec un nombre restreint. Il faut appliquer les différentes mesures de prévention. Et s'assurer que les personnes respectent ces mesures.
Après, il faut également discuter avec chaque membre du personnel de manière individuelle pour voir quel est leur niveau de confort avec le retour au travail. Il y a des situations individuelles qui peuvent jouer un rôle. Par exemple, certaines personnes ont peut-être des situations difficiles à la maison qui va leur pousser à vouloir retourner au travail. Donc, il faut trouver un équilibre entre les situations individuelles et également les précautions de sécurité qu'il faut respecter. Et ensuite, il y a également la question de la situation générale de la population, de l'anxiété, du respect des normes ou du laxisme qui peut commencer à émerger. Et il y a des situations où le nombre de cas diminue, le nombre de nouveaux cas diminue. Et alors, on voit au sein de la communauté qu'il y a un sentiment de sécurité qui revient. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, Michael. Et pendant le confinement, les différentes mesures que vous avez prises. Je voudrais rappeler à la communauté ici que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je vois qu'il y a un collègue du Donc, le défi le plus important, c'est la plupart de notre équipe n'est pas très à l'aise avec la technologie. Ils connaissent pas Zoom, par exemple, même s'ils ont des téléphones Android ou Apple. Donc ceci, en fait, présente notre plus grand défi. Le fait de travailler avec des gens au niveau tout à fait local, on ne peut pas arrêter de fournir les services que l'on fournit. Mais avec ces organisations à base communautaire, où il n'y a pas les instruments techniques, les téléphones, etc. Donc, il arrive un moment où on dit bon, qu'est-ce qui est important ici? Qu'est-ce qui est plus important, l'argent ou la santé? Au Pakistan, le nombre de personnes qui vivent en dessous de la ligne de pauvreté est très important, qui n'ont pas les ressources pour donner à manger à leur famille. Nous devons prendre des décisions quant aux ressources à notre disposition.
Et l'aspect le plus important, c'est que malgré la crise, c'est qu'il y ait le maximum de flexibilité quant aux cibles pour les objectifs, cibles pour nos bailleurs de fonds. Et que peut-on faire là-dessus? Merci, Saro, d'avoir mis la lumière là-dessus, d'avoir éliminé ce problème. Est-ce que d'autres intervenants voudraient faire des commentaires? Sinon, peut-être que nous pouvons parler d'une autre question. C'est d'avoir la politique et les lignes directrices générales en place. Je sais qu'il y a du personnel qui font différents types de travail, mais maintenant qu'il y a un mouvement vers des responsabilités différentes, que peut-on faire ou quels sont les aspects dont on devrait profiter pour opérer pendant ce moment de crise? Une des choses dans les médias que nous devons faire, c'est de nous assurer qu'on a communiqué les changements de politique et de ligne directrice. Michael, Eric, Sao, Kunta. Oui, je pourrais répondre en premier si vous voulez. Merci, Michael. En termes de politique, et ceci ne se limite pas simplement aux organisations de jeunesse ou dirigées par des jeunes. Nous avons dû prendre conscience et nous adapter à de nouvelles politiques dans tout ce que nous allons développer au sein de l'organisation. La chose la plus importante, c'est la sécurité. Il faut s'assurer qu'il existe déjà de politiques déjà développées, bien en place, quant à la sécurité. Mais on devrait pouvoir adapter ces politiques à nos organisations. Je voudrais faire appel aux organisations qui soutiennent les organisations à base communautaire de s'assurer de fournir ce genre de soutien technique à leur communauté. Je parlais d'organisations qui se sont jamais arrêtées de fournir les services qu'ils fournissaient d'habitude. Je crois que ce qu'il nous faut faire, c'est de nous assurer que ces lignes directrices sont bien communiquées à nos organisations, que nous pouvons les soutenir dans le contexte local et les aider avec nos politiques et lignes directrices générales. Merci beaucoup, Michael. Oui, j'aimerais bien entendre l'avis de Kunta également quant au défi de travailler avec le télétravail, etc. Avez-vous des recommandations ou pouvez-vous nous parler de limitations? Est-ce qu'il y a des occasions où l'équipe peut travailler à distance? OK. Merci, Menda. Concernant le télétravail, quand nous l'avons mis en place, c'était un défi pour notre organisation. Un défi qui englobait plusieurs aspects. D'abord, c'était une première fois pour la majorité des staffs. C'était la première fois qu'on leur demande de travailler à distance, d'accord? Donc, ils n'étaient pas habitués, comme on appelle, au télétravail. Maintenant, par rapport au Zoom, ça, tout le monde savait utiliser parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup, notamment avec la communication entre différents bureaux pays au niveau de la région.
c'est-à-dire entre le siège et le bureau pays et entre les différents bureaux pays aussi au niveau de la région. Donc, l'utilisation de Zoom, ça, ce n'était pas un souci. D'accord? Donc, maintenant, au niveau aussi de la maison, il y avait des défis personnels. Personnels dans la mesure où ça a coïncidé, c'est-à-dire avec le mois de mars. Et le mois de mars, dans la plupart des pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays sahariens, il fait extrêmement chaud. Et les coupures d'électricité peuvent durer des heures, voire toute une journée. Et comme on appelle ces staffs, ces personnels chez eux n'ont pas forcément des panneaux solaires ou des groupes électrogènes pour prendre le relais en cas de coupure. Et comme tout se faisait en téléconférence, que ce soit les réunions, que ce soit les travaux sur des documents, parce qu'on partageait sur l'écran et puis on travaillait dessus. Donc, c'était un énorme défi pour ce personnel-là qui n'avait pas soit de l'électricité. Mais comme on appelle, l'organisation avait pris, juste pour compléter Eric, avait pris des dispositions, notamment en mettant à la disposition de tout un chacun des crédits de communication, des crédits de connexion, et puis, comme on appelle, des outils pour la connexion aussi. D'accord? Maintenant, au-delà de tout ça, comme on appelle, vu que c'était leur première fois, gérer la vie familiale et la vie professionnelle à la maison, avec des enfants à bas âge, ce n'était pas évident. Donc, il fallait les accompagner. Donc, on avait en fait des séances comme on appelle, des supports sur le télétravail qu'on partageait chaque lundi. C'est-à-dire comment se comporter quand on est et comment faire la différence entre votre vie privée et votre vie professionnelle. D'accord? On envoie ces supports de sensibilisation chaque semaine à l'ensemble du personnel. Maintenant, ceux qui avaient des soucis de connexion ou, comme on appelle, donc suivaient des fois par téléphone. D'accord? Donc, on avait des téléphones qui étaient chargés. Donc, ils utilisaient les téléphones pour utiliser ça. Mais au-delà de tout ça, nous avons aussi mis en place une enquête pour relever le sentiment de tout un chacun. Donc, ça dit pour s'assurer du bien-être des staffs. Donc, on a mis en place une enquête donc, où chacun a exprimé les difficultés auxquelles ils sont, en tout cas, comme on appelle, ils font face chez eux. Donc, il y avait les violences, comme on appelle, physiques des fois. Donc, on a recensé ces difficultés-là pour trouver une solution. Donc, ceux qui avaient des difficultés chez eux ont commencé à venir au bureau, mais en rotation. D'accord? Donc, et on a essayé en fait de partager aussi les bureaux de telle sorte qu'on puisse respecter les mesures de distanciation sociale. Merci. Merci beaucoup, Kunta. Merci d'avoir souligné. Merci d'avoir souligné le problème d'électricité. Même pendant ce webinaire, j'ai eu le problème d'une coupure de courant. Voilà un exemple de, quelquefois on est en pleine réunion très importante et quand on travaille à partir de la maison, on rencontre des coupures de courant qui posent des problèmes. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt quant à l'impact psychosocial sur le personnel. Je me demandais si vous avez observé un impact psychosocial sur le personnel, sur les collègues à cause de COVID-19 et si oui, quelles sont les mesures que vous prenez pour vous assurer que le personnel ait une santé mentale en sécurité? Merci beaucoup, Meda. Nous avons effectivement remarqué parmi nos quelques collègues du burn-out, ils sont surmenés et le fait de travailler à partir de la maison, à domicile, tout au début, il y avait une espèce d'adrénaline, une euphorie ce que c'était très sympa de pouvoir travailler à domicile, mais
pendant le premier mois, mais maintenant, après plusieurs mois, il y a des gens qui commencent à se sentir surmenés et on encourage nos collègues de profiter des services existants de santé mentale, de prendre des congés, de prendre du temps dans la journée et de nous assurer que nos gérants, gestionnaires soient flexibles, que les gens puissent prendre des congés personnels autant que nécessaire et aussi souvent que nécessaire. Et dans notre organisation, nous essayons de prôner une culture où on se préoccupe du moral de notre personnel. Souvent, nous partageons l'écran. Quand on est à l'écran maintenant dans une réunion Zoom comme actuellement, on ne va pas forcément capter la totalité de la personne, de son état émotionnel. Merci beaucoup, Eric. Quelquefois, les grandes organisations n'ont pas accès aux conseillers psychosociaux et sociaux. Il y a aussi des organisations qui offrent de l'aide gratis. Il faut être au courant des ressources qui existent, mais beaucoup d'organisations offrent un conseil psychosocial à leur personnel. Je voudrais maintenant m'adresser à Saro. Il y a une question qui voudrait d'abord vous remercier de votre inspiration pendant ce moment de défi. Mais quel conseil avez-vous pour d'autres organisations semblables? Avez-vous d'autres recommandations? Comment les organisations onusiennes peuvent soutenir les organisations à base communautaire? Merci beaucoup, mesdames. Je voudrais répondre à la question précédente. Nous parlons d'impact psychologique de cette crise. Je pourrais partager qu'il y a des stéréotypes ici que, par exemple, il y a des gens qui pensent que moi, j'ai contracté le COVID puis à cause de ma sexualité. Il y a ce genre de stéréotypes ici. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour fournir un soutien psychologique à tout le monde. Même quand j'étais confinée, d'autres membres, même quand je me rétablissais du COVID, il y avait des gens qui m'aidaient, qui me disaient protégez-vous. Et quant aux recommandations que je pourrais offrir, il est important de montrer de la flexibilité envers les organisations dirigées par les jeunes, surtout quant aux mobilisations de ressources. Quant à la documentation juridique, etc., pour qu'ils puissent se soutenir. Mais comme d'autres organisations, on ne peut pas nous soutenir même pendant 2 ou 3 mois. Je pense qu'il devrait y avoir pendant ce moment de crise, afin que nous puissions développer des recommandations, nous soutenir les uns les autres sur le plan technique, sur le plan des ressources en tant que consortium, pour essayer d'influencer les bailleurs de fonds pour qu'ils prennent en compte. L'interprète s'excuse, la vidéo s'est arrêtée. Saro? Ok.
Donc, je vous remercie d'avoir parlé des défis que vos organisations rencontrent toujours aujourd'hui. De mon expérience, l'élément principal, c'est d'entrer en communication avec les bailleurs de fonds, partager nos préoccupations. Je crois que cela nous emmène à la dernière question. Dernière question qui s'adresse à tous les intervenants. La question est la suivante. Comment vos organisations... L'interprète n'a pas entendu la question. Michael. Merci. Comment soutenir les organisations? Je crois qu'il s'agit de garantir une souplesse entre les partenaires. Je crois que la souplesse est déjà présente chez les organisations locales. Je crois qu'il faut assouplir les critères pour les partenaires sur le terrain, les partenaires qui s'occupent de la mise en œuvre. Il faut soutenir ces organisations pour qu'elles puissent développer leurs propres capacités et assouplir les exigences juridiques et d'autres natures de ces partenaires. Il faut également aider les petites organisations dirigées par des jeunes à croître dans ce contexte. Ensuite, en situation d'urgence telle que la situation actuelle, il faut, comme je l'ai dit, mettre de côté certains des prérequis, certaines des exigences qui existaient pour les partenaires chargés de la mise en œuvre. Et il faut bien sûr qu'il y ait des organisations qui puissent se charger des activités que l'UNFPA n'arrive pas à réaliser dans ce contexte. Parfois, ces petites organisations locales sont plus efficaces que les grandes organisations selon la situation. Donc voilà la manière dont on envisage de poursuivre la collaboration entre les organisations. Merci Michael. Donc la question est comment soutenir les petites organisations. Allô, vous m'entendez? Allô? 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 Ah, ok, d'accord. Ok, pour répondre à cette question, et je vais compléter ce que Michael a dit. C'est vrai que l'assouplissement de certaines procédures permet de faire avancer les choses, mais il faut reconnaître aussi que dans ces procédures-là, la mise en place de ces procédures est très importante pour la sécurisation des fonds, mais aussi pour, comme on appelle, garantir la redevabilité. D'accord? Au-delà maintenant de cela, soutenir les organisations locales est très important. Je vous ai donné l'exemple en fait des organisations locales de jeunes filles et femmes qu'on accompagnait, nous. Des fois, en fait, ils sont là, mais ils sont en
un déficit d'idées, je dirais. C'est-à-dire, comme on appelle, prendre l'initiative ou bien en tout cas dire que voilà, on a telle idée, d'avoir le courage de partir vers les ONG internationales, des fois pose problème. D'accord? Ils peuvent avoir les idées, mais l'audace de partir vers ces organisations-là peut être un problème. Donc, d'où l'importance des organisations aussi à partir vers eux pour des propositions. C'est-à-dire dire que voilà, on est face à une situation qui est mondiale, qui touche presque tous les secteurs. Maintenant, voici les activités qui sont réalisables pendant cette période-là. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Si oui, quels sont quel accompagnement vous avez besoin pour le faire? D'où, comme on appelle, une concertation entre ONG, que ce soit international ou local, est très important. D'accord? Parce que ça permet, eux, de recenser les idées qu'ils ont, mais aussi, comme on appelle, à un niveau même international, de développer d'autres programmes plus adaptés à la réalité du terrain. Donc, je pense que comme on appelle, mettre en place un contact permanent entre les ONG locales, les ONG internationales, niveau bureau pays et au niveau international est très important. Parce que quand les besoins sont adaptés ou bien quand les besoins viennent du terrain, généralement, l'investissement qu'on fait est un investissement plus approprié et aura plus d'impact parce que ça répond aux besoins réels, comme on appelle, de la communauté et des ONG. Donc, ça permet de voir plus l'impact des ONG et d'avoir, en fait, comme on appelle, des résultats vraiment très tangibles. Merci. Merci, Kunta. Je me tourne vers Eric avec la même question. Comment soutenir ces organisations dirigées par des jeunes et ces organisations basées dans la communauté? Je crois qu'on fait beaucoup de cela de par nos dons et nos micro-dons, nos différents programmes. Nous avons une centaine de projets dans 6 ou 7 pays à travers le monde. Et nous avons des partenaires qui travaillent dans ces domaines où nos projets sont déployés. Ces partenaires nous aident sur le plan opérationnel. Ils nous aident à mettre en œuvre nos projets. Merci, Eric. Ce que j'ai entendu des différents intervenants, c'est que les organisations dirigées par les jeunes, ces organisations communautaires, ne doivent pas avoir peur de se tourner vers les grandes organisations, communiquer leurs besoins. Je crois que c'est une grande leçon à tirer de notre discussion aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir participé à notre webinaire. Je remercie tous nos intervenants pour leur formidable contribution. J'ai pris quelques notes que je vais transmettre à mon organisation. Je remercie également tous les participants pour leur patience et pour leurs questions très instructives. Ce n'est que le début de nos conversations parce que nous devons continuer le dialogue. Et nous allons avoir d'autres sessions. Il y aura au total 3 sessions. Nous parlerons dans la prochaine session des activités que l'on peut continuer d'effectuer en situation de crise. Et ensuite, la 3e session portera sur l'avenir, les perspectives d'avenir. Nous allons parler de la manière de collecter des fonds, de communiquer avec les bailleurs de fonds et également de la possibilité de faire face à une 2e vague de l'épidémie.
Je vous rappelle que ces sessions ont été enregistrées. Je vous remercie et je me réjouis de vous revoir à la prochaine session. Au tout début, je vous le rappelle, Katie nous avez parlé d'opportunités. Je crois qu'il est temps de se tourner vers elle pour en entendre davantage. Katie, tu as la parole. Merci, Meda. Et merci à tous d'avoir rendu ce dialogue très dynamique. Et il y a un don ponctuel. C'est là l'opportunité dont je vous parlais. Un don d'entre 2 500 et 3 000 $, don ponctuel, qui sera octroyé à plusieurs organisations, entre 15 et 20 organisations. Le but de ces dons, c'est d'aider les organisations à s'équiper pour pouvoir travailler à distance. Vous pouvez vous inscrire pour essayer d'obtenir ces dons, pour essayer d'obtenir des ordinateurs et d'autres types d'équipements nécessaires pour travailler à distance. On ne veut pas que ces dons soient utilisés pour acheter du matériel pour la santé reproductive. C'est des dons qui sont pensés comme étant des dons de soutien opérationnel pour du matériel tel qu'imprimantes, ordinateurs, cartes Internet, etc. Et nous allons nous pencher en priorité sur les organisations qui ont pour bénéficiaires les personnes les plus vulnérables, les personnes déplacées, les réfugiés, les mineurs. Donc, nous donnerons la priorité à ce type d'organisation. Comment envoyer votre demande? Alors, il y aura un formulaire en ligne qui vous permettra de vous inscrire. Je vous invite à partager ces informations avec d'autres organisations, avec vos organisations partenaires. Merci. Merci, Kelly. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre session. Je vous remercie tous d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou matinée, selon là où vous vous trouvez. Au revoir, à bientôt.